Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a remis cet après-midi le drapeau national à la délégation de notre pays devant participer du 5 au 21 août 2016 à Rio aux Jeux Olympiques. Le champion d'Afrique de taekwondo 2016, Issoufou Abdelrazak Alfaga, sera le porte-flambeau, le porte-drapeau plutôt de la délégation du Niger lors de la cérémonie officielle des Jeux Olympiques qui auront lieu au Brésil dans quelques jours. Avant de s'envoler pour Rio pour les Jeux Olympiques, la délégation du Niger a été reçue en audience par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Il s'est agi de la remise du drapeau national par le chef de l'État au capitaine de l'équipe nigérienne, à savoir le champion d'Afrique de taekwondo 2016, Issoufou Abdelrazak. Avant l'instant solennel, plusieurs interventions ont eu lieu. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a présenté la délégation composée de 26 personnes, dont 6 sportifs. Complétant le ministre Salih Souada, le président du comité olympique et sportif du Niger, Kosni, a salué tous les efforts fournis par le chef de l'État pour une préparation sans faute de nos ambassadeurs pour les JO 2016. Nous sommes en train de renverser la tendance. C'est le grand Nigeria qui nous demande comment nous faisons nous pour être aussi bien accompagnés. C'est un honneur. C'est un honneur et je voulais vous dire que c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas, du mouvement olympique nigérien, que l'État met directement à la disposition du comité olympique et sportif nigérien les fonds nécessaires pour une bonne participation. Alors, ceci m'autorise à vous dire que les athlètes que voilà, nous prennent l'engagement de vous rendre là. Parce que vous savez, quand nous partons avec le sourire comme ça, pour nous, c'est déjà une médaille. C'est la médaille de la bonne participation que le Niger va obtenir. C'est déjà ça. Chacun d'entre eux a promis de vous ramener ce qu'il a dans le cœur. Donc sa puissance, sa force et son mental. Donc je ne voudrais pas être long, je voudrais simplement encore, au nom de l'ensemble de la délégation, vous réitérer tous nos remerciements. Nous avons été bien accompagnés. Vous nous avez mis la balle dans notre camp. C'est la première fois, mais nous allons la ramener cette balle-là. À son tour, le chef de l'État a souhaité bonne chance à nos ambassadeurs dont l'espoir du Niger pour une médaille à Rio s'appelle Issoufou Abdelrazak, champion d'Afrique de taekwondo. Je fonde beaucoup d'espoir sur notre représentant en taekwondo, qui, comme l'a dit le ministre, est champion d'Afrique, me semble-t-il, champion d'Afrique 2016, et qui a gagné beaucoup d'autres médailles d'or, me semble-t-il, à l'occasion de beaucoup d'autres tournois. Donc je fonde beaucoup d'espoir sur ce jeune talent. C'est très jeune qu'on nous a présenté tout à l'heure. Je se lève encore de toute sa taille. Donc, je pense que cette fois-ci, l'objectif du Niger ne sera pas que de participer. Pour paraphraser Pierre de Coubertin, notre objectif, ça sera de gagner. De gagner les médailles. Alors c'est avec cette condition que je vais vous remettre le drapeau national, avec pour objectif que vous soyez les bons ambassadeurs, des ambassadeurs qui feront encore un peu plus faire connaître le Niger dans le monde. 2 nageurs, 2 athlètes, un judoka et un taekwondoïn, telle est la composition de l'équipe du Niger pour les Jeux Olympiques de Rio qui débuteront à partir du 5 août prochain. La première partie de la délégation nigérienne quittera Niamey lundi pour Rio.
Aujourd'hui 29 juillet donc 2016, 29 juillet 1991, cela fait 25 ans jour pour jour que débutaient les travaux de la conférence nationale souveraine, un cadre de rencontre de toutes les forces vives de la nation. En cette date anniversaire, plusieurs interrogations se posent quant aux attentes de cette conférence nationale. C'est un dossier signé Ousmane Sidikou. Un quart de siècle après l'événement reste très significatif dans l'histoire sociopolitique du pays, la conférence nationale souveraine. Ce processus historique qui a été décisif pour l'éclosion des libertés fondamentales. Flashback souvenir du déclic par ses acteurs. La conférence nationale souveraine était d'abord le fruit de luttes de longue haleine, menées d'abord par l'USL, l'Union des scolaires nigériens. Alors là, il aurait fallu les événements tragiques du 9 février 90, où nous avons enterré 3 de nos camarades, paix à leur âme, et bon courage à tous ceux qui leur sont chers. J'ai nommé Maman Sagir, Aliou Nahanti et Issaka Kaine, qui sont tombés sous les balles de la répression au temps du feu général Ali Chebou. Les revendications corporatistes, nous sommes passés à des revendications politiques. Parce que l'opinion nationale a compris qu'en réalité, c'était un problème de gouvernance qui se posait. Et il fallait demander la démocratisation du pays à travers le multipartisme et à travers la conférence nationale souveraine. C'est ainsi que l'USTN, le 1er mai 1990, a réclamé le multipartisme intégral. Rencontre des forces vives de la nation, elle aura permis à la démocratie d'être une réalité dans notre pays. Une chose est sûre, c'est que cette démocratie-là, nous l'avions acquise avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de luttes. Et les Nigériens, même ceux-là qui sont nés après la conférence nationale, sont jaloux de leur démocratie. L'autre acquis, c'est que les Nigériens ont délié les langues. Ils ont dit tout ce qui leur tenait à cœur pendant très longtemps. Cette conférence nationale souveraine, les politiciens, eux, l'apprécient diversement. Notre diversité ethnique devrait nous faire une source de développement au lieu de division. C'est ça que ces mêmes acteurs qui nous dirigent, de la société civile jusqu'aux politiques, c'est eux qui ont, n'est-ce pas, dîner cette conférence nationale de toute sa substance. La conférence nationale a été véritablement un événement majeur dans l'histoire politique et démocratique du Niger. Pour la première fois, les forces vives du pays se sont réunies. Cela a permis de faire des débats assez importants sur la vie de la nation, sur l'avenir de la nation. Et aujourd'hui, si nous sommes dans un régime démocratique, c'est bien parce que cette conférence nationale a permis que cela advienne. Les acteurs, quant à eux, relèvent quelques impairs qui s'y affairent. C'est vrai, la démocratie nigérienne, comme je l'ai dit, elle est chancelante. Elle cherche à se stabiliser. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les Nigériens ont goûté à cette démocratie et il est hors de question qu'ils y vivent sans elle. Même si elle arrive d'être remise en cause ou d'être menacée, les Nigériens, quel qu'en soit par ailleurs leur bord politique ou idéologique, se sont toujours coalisés pour réclamer cette démocratie. Personnellement, je suis très déçu du résultat, en tout cas issu de cette conférence nationale souveraine, parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression comme si on a tourné cette page-là, comme si on n'a pas marché sur le sang de nos 3 camarades, comme si on n'a pas des handicapés à vie, comme si on ne croyait pas à cette conférence-là lorsqu'on y était le 29 juillet 91 et qu'aujourd'hui, que les gens se comportent de la sorte, mais il y a vraiment un problème de conscience, il y a un problème de responsabilité et je pense qu'il faut qu'il y ait ce tribunal-là qu'on appelle une nouvelle conférence nationale où chacun va venir dire ce qu'il a fait, le mea culpa, ensuite la responsabilité collective et peut-être que ça donnera une chance aux nouvelles générations. Fruit des luttes et de tous les sacrifices consentis par les forces démocratiques, l'issue de cette conférence nationale déboucha quand même à l'amorce de l'ère démocratique au Niger. À propos de ce 25e anniversaire de la conférence nationale souveraine, vous retrouverez en partie magazine de ce journal l'entretien que nous a accordé Abdraman Zakaria, une des grandes figures de cette conférence nationale.
25 ans après la conférence nationale, la situation socio-politique et économique de notre pays reste critique. 25 ans après, les Nigériens pensent que la conférence n'a rien changé. Le commentaire est signé Hassan Saleh Moustapha. La conférence nationale souveraine a accouché de l'avènement de la démocratie au Niger avec le multipartisme. Du seul parti, le MNSD Nassara, le pays se retrouve avec plusieurs formations politiques. 25 ans après, les résultats escomptés au sortir de cette grande messe sont loin d'être satisfaisants. Après 25 ans de démocratie, le Niger se retrouve toujours dans l'abîme du fait du comportement des hommes politiques. Ces acteurs politiques qui visiblement privilégient leurs intérêts au détriment de ceux du pays ont malheureusement engendré l'interruption répétitive du processus démocratique. 3 coups d'État militaires en un quart de siècle. En 25 ans, plusieurs régimes se sont succédés, les uns plus critiqués que les autres, caractérisés par la mauvaise gouvernance, l'impunité, l'injustice, le détournement des biens publics, la corruption, bref, des mots qui sont à la base du bouleversement sans précédent de notre cher grand pays, le Niger, qui a connu cette république de 1960 à 2016. Sous le régime de la 7e République, la situation du pays n'est pas encore reluisante, malgré les efforts tant chantés consentis par le président Issoufou et son équipe. Le front social est en effervescence, les visages sont crispés dans les différents secteurs sociaux de base, les revendications tombent de partout, les contestations populaires, le tout amplifié par la morosité économique qui complique davantage le quotidien des Nigériens qui se plaignent de la cherté ambiante de la vie. Pourtant, Dieu a doté le Niger d'importantes ressources naturelles, notamment le pétrole, l'uranium, l'or, qui sont activement exploités, mais du fait de la mauvaise gestion, de la corruption, de l'injustice, le peu de ressources que génèrent ces secteurs sont utilisés à d'autres fins, laissant ainsi le Nigérien dans leur misère et le Niger toujours en bas du classement mondial sur l'IDH. 25 ans de démocratie, 25 ans de problèmes au Niger. Un constat qui amène certains acteurs de la scène politique à parler de redistribution des cartes en proposant même une nouvelle conférence nationale afin de tamiser les mots qui engloutissent le Niger et ses 17 millions d'habitants. Objectif, repartir sur de nouvelles bases pour qu'au moins un temps soit peu, le Niger et les Nigériens puissent souffler enfin. Mieux pour que le Niger puisse se hisser dans les rangs des pays émergents. Autre aspect de cette édition d'information, le lancement des travaux du 3e échangeur de la ville de Niamey ralentissent les activités au niveau du marché Katako, dont certains commerçants ont été déguerpis. Le reportage est signé Asma Oseidou. Presque rien ne marche depuis quelques jours pour bon nombre de commerçants du marché Katako, pour cause leur déguerpissement avec le lancement des travaux du 3e échangeur de la ville de Niamey. Bien qu'ils soient à maintes reprises avertis, ces derniers continuent à contester cette opération de déguerpissement qui fait tourner au ralenti leur activité. Shin daɗin da muna akwai abubuwa guda uku wanda kawai ce da su yi musu tun farko to da muna samun sauki al'amura saboda da sun gama na gaskiya mun bai kyauta ba. Vraiment nous ne sommes pas contents, ils ne peuvent pas venir nous donner 3 jours pour qu'on déguerpisse. Vraiment on est déçus, c'est dans ce commerce qu'on arrive à subvenir à nos besoins et celles de nos familles. Ko ta biyu wannan shi amma ka zo kwana uku ka ce mutane su tashi abu bai ba wannan gaskiya ba tsarin gore bane. Mu gaskiya da muka ba su kyauta mana fi sabilillah. Mu a matsayin mu yan kasa ba mu da yuka, ba mu da adda, ba mu da takobi sai Allah, ba mu da komai sai Allah. Nan muka ci da iyalanmu da kannanmu da yan uwanmu da aka da kowa da kowa a cikin abin da aka tada ruwa 136. Nous, en tant que citoyens, nous ne sommes pas armés de couteaux ni de machettes, nous n'avons d'autres activités que ce commerce. C'est avec ça que nous supportons nos familles, mais tout ce qu'on a à dire, c'est que le bon Dieu nous vient en aide. Face à cette situation, les commerçants de Katako concernés ne demandent plus aux autorités municipales de la ville de Niamey que de leur trouver un endroit où ils peuvent s'installer et pouvoir subvenir à leurs besoins et
à ceux de leur famille. À l'image des autres quartiers de la ville de Niamey, Goudel est également menacé par les ordures ménagères, des ordures avec des conséquences incalculables sur la vie des riverains qui ne cachent pas leur colère, des habitants qui demandent aux autorités de venir en aide en dégageant ces immondices. Le reportage est signé Nafis Zakou. Cet tas d'ordures que vous voyez se trouve au plein cœur du village de Goudel. Ces ordures qui datent de plus d'1 an mettent mal à l'aise les habitants de Goudel, d'où ces cris de cœur. Ces ordures ménagères nous dérangent beaucoup. Elles provoquent des mouches et des moustiques tous les jours. Le propriétaire de notre maison a maintes fois investi de l'argent pour évacuer ces ordures, mais en vain. Maintenant, nous appelons les autorités de la ville de Niamey de nous venir en aide. C'est le manque de moyens qui est à la base de ces ordures. Nous lançons un appel aux autorités municipales de nous déposer un conteneur. Ça va au moins contribuer à circonscrire ces ordures. Je me suis présenté au moins plus d'1 fois là-bas. J'ai fait un appel, mais malheureusement, toute la sensibilisation qu'ils sont en train de faire sur les zones là, ils n'ont jamais pensé à Goudel. Je ne sais pas quel problème qui se pose au niveau de ce village-là. Il y a la faute des habitants, parce que normalement, c'est les habitants de Goudel même qui devraient prendre soin de leur village. En dehors de ça, la municipalité aussi ne joue pas leur rôle comme ça se doit. Nous lançons un appel à la municipalité ou aux autorités compétentes de venir prendre soin de ce village-là. Pour mettre fin à cette insalubrité qui rime avec diverses maladies dans le village de Goudel, les acteurs impliqués, notamment les habitants de Goudel et les autorités compétentes, doivent unir leurs forces. Du sport, avant la partie magazine de cette édition d'information, la Fédération nigérienne des sports équestres va tenir demain, samedi 30 juillet, son assemblée générale élective. Au cours de cette assemblée générale, la FENISEC va élire un nouveau bureau exécutif. Un des candidats à la présidence de la FENISEC a animé aujourd'hui un point de presse. Il s'appelle Al-Kassoum Saleh. Le point de presse est résumé ici par Nasser Dantoufou. À peu près 1 an de la fin du mandat du bureau de la Fédération nigérienne des sports équestres, finalement le bureau sera renouvelé. C'est samedi à l'occasion de l'Assemblée générale élective de la dite fédération. L'un des candidats à la présidence, Al-Kassoum Saleh, était face à la presse sportive pour expliquer les raisons de sa candidature. Entre autres raisons, la réglementation de la pratique du sport équestre au Niger. Vous savez tous que le cheval dans notre pays a toujours été le moyen de communication, le véhicule en quelque sorte, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir vécu dans les campagnes, avant l'avènement des 4x4, avant l'avènement des motos, et le cheval, longtemps l'administration nigérienne s'est basée sur le cheval pour communiquer. Vous savez, le Niger aussi, comme notre pays, nos amis voisins, le Nigeria, qui eux-mêmes, comme l'Angleterre qui les a colonisés, le Niger a gardé ses traditions, le Niger a gardé la chefferie traditionnelle. Or, le symbole, l'attribut de la chefferie traditionnelle aujourd'hui, après le doweri que tout le monde connaît avec les boubous bariolés, c'est le cheval. Or, de plus en plus, cette culture-là, si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre cette valeur-là. Il faudrait que nous contribuions, que nous ramenions, que nous aidons, n'est-ce pas, nos parents, que nous aidons la population, que nous aidons à conserver notre tradition. Et nous pensons, nous, pour concrétiser, pour matérialiser tout ce que je suis en train de vous dire, il faut un programme. Si toutefois élu à la tête de la FENISEC, Al-Kassoum entend redonner une nouvelle image au sport équestre à travers d'importantes innovations. D'abord, vous avez le sous-financement chronique des ligues et des fédérations. La réglementation, elle est archaïque. Il y a un problème aujourd'hui, si vous allez à l'hippodrome de Niamey, sans compter les autres hippodromes, vous avez plus de 200 à 300 jeunes gens qui travaillent. Ils ne sont pas assurés. Ils travaillent avec des bêtes qui les blessent. Donc il n'y a aucune garantie.
Nous allons faire en sorte d'intéresser donc la question de savoir comment vous allez mobiliser les Nigériens. Nous allons le faire à la base, là où se trouvent les chevaux. Niamey n'élève pas les chevaux, Niamey achète pour élever les chevaux, ils sont nés à l'intérieur. Et donc c'est là-bas qu'il faut faire la mobilisation. Et c'est à partir de la chefferie traditionnelle, à partir des gouverneurs, des autorités administratives et coutumières, qu'il faut réactiver cette discipline-là. Et nous pensons par rapport à la mobilisation, il n'y aura pas de problème. Al-Kassim Saleh n'est pas un inconnu du monde sportif nigérien. Il était secrétaire général de la FENISEC jusqu'en 1995, SG de la FENIFOOT et secrétaire général du Sahel Sportif Club. Avant la partie magazine de ce journal, ce préavis de grève de 48 heures pour les jeudis 4 et vendredi 5 août 2016. C'est un préavis de grève donc du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes qui envisage d'observer une grève les jeudis et vendredis 4 et 5 août prochains. Le bureau exécutif national de Saint-Famed demande la correction des irrégularités. Camarades ayant rejoint leur poste d'affectation dans le délai après le communiqué du ministre de la Santé et ceux qui sont assidus contenus dans les arrêtés numéro 0388-MFP-RA-DDC du 9 mai 2016 et numéro 0760-MFP-RA-DDC du 8 juillet 2016 portant licenciement de certains agents de l'État en service au ministère de la Santé publique. Faute d'une solution satisfaisante à l'exigence ainsi posée, le Saint-Famed appellera ses militantes et militants à observer une grève de 48 heures avec service minimum pour les jeudis et vendredis 5 août 2016 sur l'ensemble du territoire national. Tout en réaffirmant sa disponibilité pour un dialogue franc, le Ben Saint-Famed rend le gouvernement seul et unique responsable de la situation qui en découlerait. Signé le secrétaire général Dr Mahaman Sani, et secrétaire général du Ben Saint-Famed, ce syndicat qui menace d'aller en grève pour les jeudis et vendredis prochains. Ainsi, nous arrivons à la partie magazine de ce journal. Je le disais, elle est consacrée donc à l'entretien que nous a accordé Abdrahman Zakaria. Il fait partie des grandes figures de la conférence nationale souveraine. L'entretien a porté sur le 25e anniversaire de la conférence nationale souveraine. Mesdames, Messieurs, bonne réception, bon week-end à tous. La conférence nationale flashback, bien entendu, comme je l'ai toujours dit, et c'est surtout par rapport à la jeune génération, personnellement, que j'ai un devoir de leur dire ce qui s'était passé ou ce qui nous a conduit à la conférence nationale souveraine. Avant de venir parler à la conférence nationale souveraine, il faut parler de ce qui a été le déclic de cette conférence nationale souveraine. Bien entendu, il y a d'abord à l'époque la situation internationale qui était caractérisée par la chute, l'effondrement du mur de Berlin et conséquemment la chute de ce qu'on pourrait appeler les dictatures communistes. En Afrique aussi, il y avait le vent de démocratisation et l'exigence de la démocratisation de la société en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Et au Niger, il y avait particulièrement et fondamentalement la tragédie du 9 février 1990. En fait, les scolaires nigériens, l'Union des scolaires nigériens, après avoir élaboré une plateforme revendicative, a cherché à négocier avec les autorités de l'époque. Les négociations n'ont rien donné parce qu'il n'y avait pas de responsabilité et de sincérité de la part des autorités. Et tout naturellement, les scolaires nigériens ont décidé de faire une marche pacifique pour informer l'opinion nationale et internationale de la situation dans laquelle vivaient à l'époque les scolaires nigériens. Et face à une manifestation pacifique des scolaires nigériens, le pouvoir a choisi une méthode brutale, barbare et sauvage qui a consisté à utiliser ou à tirer à balles réelles sur des scolaires sur le pont qui manifestaient pacifiquement.
il y avait eu 3 morts et des blessés. Voilà en fait le déclic. Et la plateforme revendicative des scolaires nigériens, c'était quoi? C'était la reconnaissance juridique de l'USN, le rejet du projet Éducation 3 et l'amélioration des conditions de vie et d'études. Bien entendu, il faut le dire, déjà à l'époque, l'USN avait 30 ans d'existence. Et l'USN avait une tradition de lutte démocratique, une tradition de revendication de liberté démocratique et de justice sociale. Donc le mouvement n'a pas surgi, comme on peut le dire, ex nihilo. Et face à cette tragédie, effectivement, la communauté internationale, l'opinion nationale a eu, les deux opinions ont unanimement condamné cette stratégie. Et c'était le moment, bien sûr, bien choisi par les autres syndicats, tels que le SNEX, les enseignants-chercheurs du supérieur, l'USTN, la centrale syndicale, et beaucoup de ces syndicats affiliés pour apporter leur soutien aux scolaires. Et à partir de ce moment, il y avait une synergie qui s'était créée entre l'USN et tous les autres syndicats, une synergie de revendications syndicales et une synergie de lutte. Et la mobilisation a gagné du terrain et elle est partie au-delà des syndicats. En fait, c'était toute la communauté nationale qui était consternée, qui était fâchée face à l'attitude du pouvoir. Et des revendications corporatistes, nous sommes passés à des revendications politiques. Parce que l'opinion nationale a compris qu'en réalité, c'était un problème de gouvernance qui se posait. Et il fallait demander la démocratisation du pays à travers le multipartisme et à travers la conférence nationale souveraine. C'est ainsi que l'USTN, le 1er mai 1990, a réclamé le multipartisme intégral. Et nous avions continué la lutte ensemble, et le rapport de force étant du côté des forces démocratiques, parce que toute une majorité écrasante de la population nigérienne était derrière les syndicats, il va de soi que le pouvoir fléchisse. Et Ali Sebou, paix à son âme, a accepté le multipartisme intégral. On a encore continué la lutte, pour finalement aboutir à la conférence nationale. Et la conférence nationale, elle s'était tenue avec, comme on le dit, toutes les forces vives du pays. Entendre par là l'USN, les partis politiques, les syndicats et le pouvoir. Et avant d'arriver à cette conférence nationale, il a fallu la préparer. Donc il y a eu une commission nationale préparatoire à la conférence nationale qui a été créée. Mais tout ça aussi, pour l'avoir, il a fallu lutter. Et j'avoue que c'était l'USN qui a initié un cadre à l'époque qu'on a appelé le comité de coordination de lutte démocratique. Parce que nous déjà, nous avions cette tradition de lutte démocratique, cette tradition de mobilisation, de lutte et de sacrifice. Il y avait ensuite les syndicats qui étaient venus avec nous, le SNEN, le SNEX, le STN, le Centramine. Maintenant, pour aider les partis politiques nouvellement créés, qui n'avaient pas cette assise, qui n'ont pas tellement cette mobilisation, il faut tous venir ensemble et fédérer la lutte pour aboutir à la conférence nationale souveraine. Il va de soi que le pouvoir ne pouvait pas nous laisser faire. Ils ont cherché à diviser ces cadres à travers toute la diffamation, etc., mais on a tenu tête. Et il faut se dire que aussi à l'époque déjà, il y avait la presse libre et privée qui a commencé à se créer un embryon. Et les Nigériens aussi, les langues se sont déliées et chacun pouvait parler et exiger. Et c'est ce qui a conduit à la conférence nationale souveraine. Pour parler de ce qui s'était passé à la conférence nationale souveraine, en fait la substance c'était quoi? C'était faire un diagnostic sans complaisance de la situation du pays de 1960 à 90. Voir ce qui n'allait pas, quels sont les problèmes qui étaient posés, les différentes forfaitures, tout, et ensuite voir comment, à partir de ce diagnostic, faire un pas pour voir quelles sont les perspectives et quelles pouvaient être les décisions qui peuvent être prises à partir de ce diagnostic. Mais l'un dans l'autre,
ce qu'il faut se dire, de 1960 à 90, on a compris que le problème était un problème de mauvaise gouvernance et que les différents régimes qui se sont succédés n'ont pas pu prendre en compte les aspirations populaires. Et une fois fait ce diagnostic, on a pu prendre des décisions objectives et des perspectives, des recommandations qui allaient maintenant, après la conférence nationale, être soumises au gouvernement de transition et après la transition aussi à l'ère démocratique, parce qu'il y a beaucoup de bonnes décisions qui ont été prises. On ne peut pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de documents que vous pouvez vérifier, faire des recherches et voir dans le domaine économique, politique, institutionnel, culturel, sportif, tout, quels ont été les différents jalons qui ont été posés et qui aujourd'hui sont d'actualité et qui ont inspiré aussi les différences républiques qui se sont succédés après la conférence nationale. Voilà en fait ce que je peux dire de son début jusqu'à l'après-conférence nationale. Maintenant, quant à ce qui est ce que la conférence nationale a donné comme fruit, bon, il faut se dire que il y a beaucoup de choses, comme je l'ai dit, qui aujourd'hui se sont inspirées des décisions que nous sommes en train de faire, ou que des décisions prises ou des différentes politiques publiques qui sont en train d'être mises en application, qui ont eu leur source dans les travaux de cette conférence nationale. Mais en résumé, il y a un atout, et je l'ai toujours dit, c'est cette démocratie. C'est vrai, la démocratie nigérienne, comme je l'ai dit, elle est chancelante. Elle cherche à se stabiliser. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les Nigériens ont goûté à cette démocratie et il est hors de question qu'ils y vivent sans elle. Même si elle arrive d'être remise en cause ou d'être menacée, les Nigériens, quel qu'en soit par ailleurs leur bord politique ou idéologique, se sont toujours coalisés pour réclamer cette démocratie. Ça, c'est un. Et deuxièmement, pour ceux-là qui l'ont suivi, pendant qu'elle se tenait, la conférence nationale, elle a été pédagogique. Elle a permis aux Nigériens de suivre la conférence nationale en direct et de comprendre comment le pays a été géré. Et ça a permis aussi à la conférence nationale de démystifier ce que c'est que le pouvoir. Parce qu'avant, le pouvoir, c'est quelque chose de mythique. Rien que l'évocation du nom de certaines personnalités ou de voir certaines personnalités en tenue ou dans une voiture, ça vous faisait peur. Mais ils ont compris qu'en réalité, ceux-là qui animaient le pouvoir n'étaient que des tigres en papier. Et aujourd'hui, le Nigérien a compris, c'est pas parce que tu es au pouvoir que tu pouvais l'effrayer. Il a son droit, il a ses devoirs. Voilà en fait les deux aspects qu'il faut retenir. Maintenant, il y a des problèmes qui peuvent être diversement appréciés. Selon que quelqu'un soit dans la majorité aujourd'hui ou dans l'opposition demain, etc., c'est diversement apprécié. Mais une chose est sûre, c'est que cette démocratie-là, nous l'avions acquise avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de luttes. Et les Nigériens, même ceux-là qui sont nés après la conférence nationale, sont jaloux de leur démocratie. Ça, c'est un élément qu'il faut tenir compte et qu'il faut valoriser, positiver et faire en sorte que notre démocratie soit dynamique et viable. Parce qu'il y a beaucoup de soubresauts. Le troisième aspect, s'il faut refaire une conférence nationale ou pas, je pense que ça, là, c'est le peuple qui décide. Le peuple a en main ses destins. S'il pense que la conférence nationale a été quelque chose de positif, et ça l'a été, et qu'il fallait refaire une autre tout en tenant compte des erreurs de la conférence nationale passée et des erreurs de gouvernance d'après la conférence jusqu'à aujourd'hui, c'est le peuple qui décide. S'il faut penser à autre chose qui est beaucoup plus positif ou qui peut être beaucoup plus avantageux, c'est toujours le peuple qui décide. Et quand on parle du peuple, bien entendu, c'est les forces démocratiques. Aujourd'hui, il y a les partis politiques, il y a les syndicats, il y a la société civile, tout et tout. C'est à eux de voir. Mais toujours est-il que tout forum ou toute initiative qui concourt à créer les conditions de l'émergence de ce pays et de son développement doit être accueillie. Bien entendu,
chacun ira de son approche politique, idéologique, et il faut qu'on se tolère. Il faut qu'il y ait de la tolérance. Et il y a 2 aspects qu'il faut retenir dans ce pays et qu'il faut toujours cultiver et qui, à mon sens, manquent au Nigeria, c'est le civisme et le patriotisme. Sans ces 2 aspects-là, on ne peut aller nulle part. Les gens peuvent faire des discours sur ceci, des discours sur cela, des déclarations sur ceci, sur cela, des condamnations, mais la vertu se prêche par l'exemple. Il faut donner l'exemple que tu aimes ton pays, il faut donner l'exemple que tu as des droits et des devoirs, et surtout tes devoirs, il faut les accomplir. C'est en cela que nous pouvons faire avancer le pays.